Bonjour à tous. Je vous remercie pour votre invitation. Je suis très honoré de participer pour la seconde fois à ce congrès donc, de chirurgie marocaine. Et je voulais juste faire un peu une mise au point sur le traitement chirurgical par voie transanale des désunions d'anastomose colorectale basse ou coloanale et de savoir quand et comment il faut les traiter. Donc, tout d'abord, la fissure anastomotique après ces exérèses colorectales basses constitue la complication spécifique la plus grave de cette chirurgie, avec une mortalité qui est estimée entre 6 et 25% à court et moyen terme, une fréquence de survenue qui est assez élevée jusqu'à 25%. Et bien sûr, on sait que ce risque est d'autant plus élevé que l'anastomose est basse située. Donc cette désunion va avoir de multiples conséquences, comme on en a déjà parlé plusieurs fois aujourd'hui. Donc déjà, ça va mettre en jeu le pronostic vital. On considère que presque la moitié des morts en post-opératoire sont dues à des désunions anastomotiques. Ensuite, il y a des séquelles fonctionnelles, des séquelles à long terme, avec tout d'abord des séquelles fonctionnelles qui vont altérer grandement la qualité de la vie, probablement due à cette fibrose pelvienne. Ça va compromettre aussi le rétablissement de la continuité digestive, avec dans certaines études un risque de stomie définitive estimé à 80%. Et également, ça va avoir un impact oncologique avec une diminution de la survie globale et de la survie sans récidive. Donc toutes ces désunions anastomotiques, en fait, dans 75 à 85% des cas, elles sont symptomatiques. Donc on en avait discuté déjà tout à l'heure, il y en a 15 à 25% qui sont asymptomatiques. Et dans les cas symptomatiques, ça va être entre 40 et 60% d'abcès périanastomotiques, et seulement 15 à 25% des cas, ça va être une péritonite généralisée. Donc le traitement de ces désunions, ça va du plus facile au traitement médical conservateur avec un peu d'antibiotiques, au drainage percutané radiologique, au drainage par voie transanale isolée, à la reprise chirurgicale d'emblée par voie abdominale et à des traitements éventuellement combinés. Donc moi, l'objectif de cette présentation, c'était de voir le traitement par voie transanale, de voir pourquoi on pouvait le faire, ses avantages, ses inconvénients, pour qui il s'adressait, quand on pouvait le faire, et puis comment le faire, par quelle technique et avec quels résultats. Donc les avantages déjà de ce drainage par voie transanale, à la phase précoce, ça va diminuer la mortalité d'une reprise chirurgicale par voie abdominale, et ainsi ça va éviter la contamination donc, de l'espace pelvien à l'espace intrapéritonéal. Et à plus long terme, la conservation de cette anastomose et du côlon abaissé dans le pelvis, ça va permettre peut-être une guérison spontanée de la fistule anastomotique. Si ça ne marche pas, ça va faciliter la réintervention et la dissection pelvienne en conservant ce trajet pelvien. Et puis, donc, ça va diminuer du coup le risque de stomie définitive, peut-être 3 fois moins si on conserve cette anastomose. Les inconvénients de ce traitement par voie transanale, ça ne permet pas d'exploration abdominale à la recherche d'une complication associée. La complication associée principale qu'on recherche toujours, c'est l'ischémie du côlon abaissé. L'autre inconvénient de ce traitement par voie transanale, on ne sait pas très bien comment il faut le faire, combien de temps, quelle fréquence il faut changer les drainages. Voilà, on va voir ça un peu plus tard. On ne sait pas du tout le taux de guérison spontanée sans réintervention à long terme, et surtout, on ne connaît pas encore le résultat fonctionnel à long terme d'avoir conservé une anastomose qui était désunie. Donc au total, il y a peu de données factuelles, c'est beaucoup basé sur l'expérience des chirurgiens et de l'équipe, mais ce qu'on sait, comme on en a déjà parlé, c'est que la prise en charge, elle doit être absolument le plus précoce possible, comme toute complication septique post-opératoire, pour permettre une amélioration du pronostic initial et fonctionnel tardif. Donc alors, la voie transanale, pour qui on la réserve? Donc cette prise en charge initiale, elle va dépendre du niveau de l'anastomose, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est une anastomose colorectale haute intrapéritonéale qui ne paraît pas accessible à la voie transanale, ou alors est-ce que c'est une anastomose colorectale basse ou une anastomose coloanale ou colosuccianale. Ça va dépendre également de la taille de la désunion, donc on le juge sur le pourcentage de circonférence, c'est-à-dire entre un tiers et 3/4 de la circonférence, bien sûr, ça va changer. L'importance du sepsis périnéastomotique, la taille des collections, leur nombre, leur aspect, et puis également le retentissement général, et encore une fois, l'existence de lésions associées, toujours avoir en tête l'ischémie du côlon abaissé. Donc alors, il y a un bilan qui doit être fait. Donc tout d'abord, le retentissement général, clinique, paraclinique, ça c'est habituel, et puis une évaluation loco-régionale. C'est le toucher rectal au lit du patient. Est-ce qu'on sent l'anastomose? Est-ce qu'on sent une désunion? Est-ce qu'il y a du pus? Ensuite, on va s'aider du scanner abdominopelvien, au mieux injecté par voie intraveineuse, et si c'est possible, avec opacification digestive.
Donc le plus souvent, on le fait par l'iléostomie si elle avait été faite au cours de l'intervention chirurgicale. Et le temps le plus important, ça va être l'examen anal sous anesthésie générale, éventuellement aidé par une rectoscopie douce pour le traitement et pour l'évaluation du côlon abaissé. Donc au terme de cette évaluation générale initiale, il y a deux possibilités. Donc soit c'est une péritonite généralisée ou un sepsis mal toléré, auquel cas c'est un traitement par voie abdominale. Et si c'est un sepsis qu'on juge être limité en périanastomotique isolé et qu'il est bien toléré, dans ce cas-là, on peut se permettre un traitement endo-anal exclusif. Donc on a fait cette évaluation générale. On va passer à l'évaluation leucorégionale. Donc comme je vous ai dit, le scanner injecté opacifié qui est vraiment capital. L'avantage, ça va être d'objectiver la fuite, sa taille, l'aspect des collections, où elles sont localisées, et puis toujours rechercher une complication associée. Moi, je me répète, mais c'est l'ischémie du côlon abaissé. L'inconvénient de ce scanner, c'est qu'il y a des faux négatifs où on peut méconnaître une fistule anastomotique, soit parce que l'opacification elle est mal faite, soit parce qu'il n'y avait pas de stomie, on l'a fait par en bas, et donc on a opacifié au-dessus de la fistule. Donc on ne peut pas se fier toujours à un aspect rassurant du scanner. Et donc c'est pour ça que l'examen sous anesthésie générale va être capital, éventuellement, encore une fois, aidé de cette endoscopie douce avec un rectoscope souple. Donc là, ça va permettre un diagnostic précis des lésions. Donc on va pouvoir visualiser la désunion. Est-ce que ça se situe sur l'anastomose? Est-ce que c'est au sein d'une ligne d'agrafe si on a fait un réservoir en J? Est-ce que c'est le cul-de-sac de l'anastomose colo-anale latérale? Ensuite, on peut voir un peu l'aspect de ce sepsis périanastomotique, l'importance de la cavité, s'il y a plusieurs cavités, si elles communiquent. Et encore une fois, donc, visualiser le côlon abaissé, voir s'il y a une muqueuse qui est bien rose ou s'il est un peu grisâtre, et puis de voir le niveau, s'il y a une zone de transition sur l'aspect de la vascularisation endo-anale. Et donc cet examen anal sous anesthésie générale va permettre dans le même temps de réaliser un geste thérapeutique. Donc, alors, est-ce qu'il y a des contre-indications à la voie transanale au terme de cette évaluation? Oui, déjà, si on a une collection pelvienne sans désunion anastomotique, il ne faut pas le drainer par voie transanale parce que sinon on va rouvrir une anastomose qui a été cicatrisée. Donc là, on voit cette opacification avec une anastomose colo-anale latéroterminale, il n'y a pas de fuite, et il y a une collection pelvienne qu'on a drainée, c'était par voie radiologique transglutéale. Et ensuite, l'autre contre-indication qu'on retient, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est les désunions d'anastomoses qui sont intrapéritonéales. Dans ce cas-là, il ne faut pas faire de drainage par voie transanale et ça impose une réintervention ou un drainage radiologique haut. Alors, comment on va drainer ces désunions? Donc, on a fait le bilan général, le corrégional. On décide de faire un drainage conservateur, donc par voie transanale. Alors, il y a plusieurs techniques qui sont décrites. On va essayer de trouver quelle est la meilleure. Donc, il y a les traitements endoscopiques qui se développent beaucoup actuellement. Donc, c'est la mise en place d'endoprothèses, alors métalliques, plastiques, biodégradables. Elles ont été mises en prévention, elles ont été mises même donc afin de les traiter, ces fistules. La limite de ces endoprothèses, c'est qu'elles migrent et puis que quand l'anastomose est très basse, elles ne sont pas du tout bien tolérées. Donc, on peut dire que ça, c'est abandonné. Ensuite, il y a les drainages endoscopiques avec la mise en place de drains de queue de cochon, là, comme on voit pour la chirurgie susmésocolique. Là, c'est pareil, c'est des petits drains, et donc ça migre, et comme ils sont de petite taille, ça ne marche pas toujours très bien. Les clips, ils ont été mis aussi, il y a les gros clips, les petits clips, ça a du mal à tenir, c'est mal placé dans cette zone, donc ça aussi, pour l'instant, c'est pas très bien efficace. Il y a les injections de colle, de fibrine, de collagène, mais ça ne contrôle pas le sepsis, donc ça ne marche pas très bien non plus. Il y a une autre technique qui est un peu plus développée maintenant, qui est la mise en place de ces espèces de plugs. En fait, donc il y a une partie qui va à l'intérieur du côlon abaissé, une partie qui est à l'extérieur de l'anus, et puis le petit drain bleu qui va directement donc dans la zone fistuleuse. Donc ça, c'est des cas cliniques, tout ça qui sont rapportés, mais il n'y a pas de série dans la littérature. Alors après, ce que tout le monde connaît, c'est le drainage chirurgical par voie transanale sous anesthésie générale. Donc là, c'est au bloc opératoire, le malade sous anesthésie générale qui doit absolument être curarisé pour permettre une bonne exploration en position gynécologique. On met des écarteurs anneaux, éventuellement l'endoscopie, comme je vous ai dit. Et donc, on va évacuer les collections au travers de l'orifice fistuleux qu'on va essayer de ne pas trop agrandir. Et au travers de cet orifice fistuleux, on met en place deux drains, un qui va permettre de récupérer et un permettre d'irriguer. Et donc, on va faire ces irrigations 3 fois par jour, c'est dans notre expérience. Donc, l'inconvénient de cette technique, tout le monde le sait, donc c'est qu'on va rouvrir la fistule un peu plus large, qui était
peut-être un peu en train de cicatriser, c'est que ces drains qui sortent, ça fait mal, et puis qui peuvent sortir spontanément en post-opératoire dans les jours qui suivent. Et puis surtout, ce qui est embêtant, c'est qu'on ne sait jamais quand il faut les enlever. Une fois que ça devient propre, on ne sait pas ce qu'il faut en faire. Alors, l'avantage de cette procédure, par contre, c'est que c'est une seule fois au bloc opératoire sous anesthésie générale. Et après, le patient, on le traite au lit et puis il peut même partir avec les drains et on peut le revoir en consultation et réaliser l'ablation de ces drains en consultation. Donc, cette technique-là, en fait, elle existe depuis la création des anastomoses digestives basses. Donc, la première publication, c'était dans les années 80. Donc, c'est la technique conventionnelle. Donc, elle permet de contrôler le sepsis et puis éviter une réintervention abdominale. C'est ce qui a été dit dès le début. Le taux de guérison, on voit qu'il est très variable puisque c'est entre 50 et 100%. Donc, on ne sait pas très bien où c'est. 100%, je crois que c'est un peu illusoire. Et donc, le problème qu'il y a principalement avec cette technique, comme on a dit, on ne sait pas très bien quand il faut pouvoir enlever les drains, mais surtout, c'est qu'à long terme, il peut rester une cavité présacrée, et que cette cavité présacrée, on ne sait pas trop comment la gérer. Donc, ça représente 36%, un tiers des cas qui gardent cette cavité présacrée, et donc ça va entraîner un risque de stomie définitive ou de réintervention par voie abdominale dans un deuxième temps. Alors pour éviter ça, il y a quelque chose qui se développe actuellement, mais qui existe depuis maintenant plusieurs années. Donc c'est la thérapie par pression négative endoluminale transanale, donc c'est les endosponges. Alors c'est comme un VAC qu'on mettait sur les par voie périnéale ou par voie abdominale. Et donc c'est une petite mousse qui est reliée à ce tuyau qu'on va mettre avec des applicateurs par voie endoscopique directement donc dans la zone fistuleuse. Alors c'était le 10e anniversaire de l'endosponge au Congrès européen en 2016. Et donc, on voit cette cavité à gauche, on met l'endoscope dans la cavité avec ensuite un applicateur qui permet de mettre la mousse qui est rétrécie dans l'applicateur et qui va venir combler complètement la cavité présacrée. Alors, l'avantage de cette thérapie, c'est que contrairement au drainage passif qu'on a vu tout à l'heure là, avec des drains par voie transanale, ça va permettre une stimulation du tissu de granulation avec une augmentation de la vascularisation de cette cavité et peut-être un comblement de cette cavité. Ensuite, il n'y a pas besoin de soins infirmiers parce qu'une fois qu'on l'a mis en place, on le laisse quelques jours et on le change sous anesthésie au bloc opératoire, sous une courte sédation. On n'est pas obligé de faire une vraie anesthésie générale. Alors l'inconvénient, c'est que ça coûte plus cher parce qu'on est obligé de changer de système tous les 3-4 jours. Et pour la durée du traitement, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure où on ne sait pas très bien quand le faire, a priori, ce qui est recommandé, c'est d'arrêter le traitement quand on a une cavité résiduelle qui mesure moins de 1 cm. Alors, est-ce qu'il y a dans la littérature, il y a des résultats qui comparent un peu tout ça? En fait, sur la thérapie par pression négative endoluminale, c'est très peu utilisé en comparaison de la chirurgie conventionnelle. Et donc, du coup, il n'y a pas d'études comparatives prospectives qui comparent ces deux techniques. Donc, la première série, en fait, c'est venu d'Allemagne, où en fait, ils avaient comparé ce traitement endoscopique à l'endosponge avec le traitement conventionnel. En fait, ils ne voyaient pas de différence sur la durée d'hospitalisation ni sur les complications septiques. Il y avait le même pourcentage de fermeture de stomie, mais surtout, ce qu'eux voyaient, c'est que ça accélérait la cicatrisation de l'anastomose. Donc, ça passait de 105 à 173 jours. Et alors après, est-ce qu'il y a d'autres choses dans la littérature qui sont apparues? En fait, il y a une méta-analyse là, qui était récente de 2015, donc qui a retrouvé seulement 7 séries avec plus de 10 malades. Donc vous voyez que c'est quand même pas une technique qui est très répandue, ou en tout cas qui n'est pas très publiée, alors qu'elle existe depuis 10 ans. Donc c'était au total 174 patients, donc sur 7 séries de plus de 10 malades. Donc cette série propre là, c'était 25 malades, c'était en Italie. Donc le diagnostic de la fistule, c'était un peu tardif, c'est un peu surprenant parce que c'est 17 jours. La taille de la cavité, elle était grosse initialement, ça fait plus que 5 cm en moyenne. Donc le nombre de sessions de traitement qui se font tous les 3 jours, entre 2 et 4 jours, c'est 9 sessions, donc pour une durée totale de traitement de 4 semaines. Et ils estimaient leur taux de cicatrisation complète à 88% et un taux de stomie, sans stomie définitive à long terme de 85%. Donc c'est un très bon résultat, avec 0% de mortalité et une morbidité de 12% qui a nécessité l'arrêt du traitement. Et en général, c'est l'apparition de fistules digestives ou urétrales. Alors, si regardez après, en se comparant avec les autres séries de plus de 10 malades, c'est à peu près toujours la même chose. Nombre date de diagnostic de la fistule, c'est tardif, 14 jours. Nombre de sessions, c'est 9, l'autre, c'était 11. Durée du traitement, c'est 1 mois à peu près. Cicatrisation complète, c'était 85, là, c'est 94%, donc c'est vraiment très bien. Comme le taux de stomie à long terme qui est
relativement faible à 75%, et pas de mortalité et une morbidité qui est faible. Alors, les critères de succès de ce traitement par vague thérapie, là, par voie anale, c'est une taille de cavité qui est inférieure à 5-6 cm. C'est des pathologies bénignes plus que des cancers. S'il n'y a pas eu de radiochimiothérapie préopératoire, si l'anastomose elle est un peu plus haute que basse, bah, ça marche mieux aussi. Chez un patient plus jeune, ça marche mieux, les tissus sont meilleurs. Et puis les complications qui sont décrites, c'est les sténoses anastomotiques, les récidives d'abcès, et puis l'apparition de fistules peut-être due à cette succion par pression négative. Alors dans tous les cas, que ce soit endospose ou traitement conventionnel, on en a déjà parlé, mais il doit y avoir un traitement toujours associé à ça, c'est l'antibiothérapie bien sûr adaptée au prélèvement. Il faut un très bon contrôle de l'état nutritionnel parce qu'en général, c'est des patients qui se dénutrissent très vite à cause de ce sepsis, surtout s'ils ont des cancers, un traitement préopératoire et une chirurgie lourde. Est-ce qu'il faut faire une stomie si elle n'avait pas été faite initialement? Si on l'a fait, cette stomie, est-ce qu'il faut la terminaliser pour éviter la contamination d'aval? Et puis, est-ce qu'il faut réaliser un lavage du côlon d'amont pour éviter encore une contamination quand on a fait cette stomie? Donc, au total, le traitement conservateur par voie transanale de ces désunions d'anastomose colorectale basse ou coloanale, il doit être proposé après une très bonne évaluation clinique et paraclinique pour faire la différence entre le reprise abdominale ou périnéale. Ça ne doit pas compromettre le résultat en termes de mortalité post-opératoire précoce, et puis ça ne doit pas mettre en jeu le pronostic fonctionnel post-opératoire. Conserver cette anastomose et le côlon abaissé dans le pelvis, c'est sûr que ça va faciliter la prise en charge ultérieure si on doit les réopérer, et donc éviter le risque de stomie définitive. Et après, quelle est la meilleure technique? Il semblerait que ce traitement par pression négative soit mieux que le traitement par voie chirurgicale pure, parce que ça fait un drainage actif au lieu d'un drainage passif. Et comme je vous ai dit, il ne faut pas oublier tous ces gestes associés, la stomie, l'état nutritionnel qui sont extrêmement importants. Voilà, je vous remercie.